une communication très claire, il a vraiment insisté sur les points les plus importants. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai une question. Je voulais avoir juste son avis. Est-ce qu'ils ont une expérience sur le régime cétogène? Oui. Alors, depuis je dirais, vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Depuis, on l'utilise. Moi, je l'ai utilisé lorsque je suis revenu de Necker dans les années 99 pour les épilepsies un tout petit peu pharmacorésistantes. Et là, bon, on l'a utilisé déjà depuis les années 2000. Et puis maintenant, depuis quelques années, depuis 3, 4 ans, 5 ans, on a une très bonne équipe de diététiciennes et on n'a aucun souci à mettre le régime cétogène, par exemple, pour les spasmes persistants, après, bien entendu, un traitement de première ligne par les corticoïdes, de deuxième ligne par le vigabatrin, ou après une association des corticoïdes vigabatrin. Là, comment dirais-je, on n'attend plus. On met le régime cétogène rapidement, mais le problème du régime cétogène chez le nourrisson, il est un tout petit peu, il dépend un tout petit peu comment dirais-je, du kétocal. C'est-à-dire, c'est un lait qui est prêt à, c'est-à-dire, c'est un lait qui est à base de graisse, pas beaucoup de glucose, un tout petit peu de protéines. Donc, on n'a pas besoin de faire toute une cuisine pour un tout petit peu mettre le régime cétogène. Et le plus souvent, le régime cétogène marche très, très bien. Nous, d'après l'expérience qu'on a, sur une vingtaine, je vais vous donner des résultats récents, sur 22, 23 spasmes persistants, résistants après l'hydrocortisone, 12 avaient répondu au régime cétogène. Pour les épilepsies réfractaires, hein, il n'est pas spécifique, il n'est pas recommandé uniquement pour les spasmes infantiles. Il est recommandé, c'est une arme quand même qui est assez efficace et on l'utilise souvent lorsqu'on n'a rien à faire, lorsque les médicaments ou le traitement chimique ne marchent pas. Mais ça vaut la peine d'essayer. Merci. Je vais souhaiter la bienvenue au professeur Hida. Marhaba bik. Merci d'être avec nous. Professeur Chouraki, merci pour vos efforts pour vous connecter. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier tous les orateurs. Professeur Mekki, professeur Chouraki, bonjour professeur Mekki. Très plaisir de vous revoir encore une fois. Merci, avec nous. Alors, on a plein de questions sur les questions-réponses et sur Facebook. On va s'appeler à nos professeurs Terki, docteur Terki, pour rapidement vous donner quelques questions. Et monsieur Bouchéri. Alors, la première question, est-ce que l'imagerie cérébrale est systématique? Très bonne question, très bonne question. Nous, par exemple, lorsque le développement est normal avant les premiers spasmes, lorsqu'il n'y a pas une histoire périnatale, le développement psychomoteur est normal avant la survenue des premiers spasmes. Lorsque les spasmes épileptiques ne sont pas associés, le plus souvent, là, on peut se permettre un petit peu de ne pas demander l'imagerie cérébrale. Et je dis seulement, lorsque vous voulez demander une imagerie cérébrale, ce n'est pas faux. On peut toujours demander une imagerie cérébrale, mais il faut la faire avant la prise des corticoïdes, notamment dans l'espace médiopathique, parce qu'on sait que les corticoïdes peuvent entraîner une fausse atrophie corticale. Et donc, si vous êtes amené à demander, faites-la avant la mise en route d'un traitement corticoïde. Par contre, lorsqu'il y a une histoire comme ça périnatale ou une histoire ou des antécédents avant les premiers spasmes, lorsque le développement n'est pas normal, lorsque vous avez une peau où il y a des taches chromiques, vous avez un angiome, ou lorsque vous avez comme ça une hémiplégie, une hémiparie, des crises un tout petit peu focales complexes qui sont associées au spasme, là, il ne faut pas hésiter à demander, bien entendu, une imagerie cérébrale. Donc, docteur Terki n'a pas une. Bon,
Est-ce qu'on peut utiliser la prédnisolone au lieu et en place de... Très bien. Ça, c'est un schéma qui est de plus en plus utilisé, mais je dirais, hein, ça c'est par rapport à mon expérience personnelle, que l'hydrocortisone, en matière d'épilepsie, en matière de pathologie, je dirais, du système nerveux central, l'hydrocortisone est un tout petit peu plus efficace que la prédnisolone. Mais on peut toujours utiliser la prédnisolone, comme font les Anglais, par exemple, ou comme font actuellement les Français, parce qu'actuellement, le nouveau schéma du traitement d'espacement en France, ils associent prédnisolone avec vigabattrine. Et bien entendu, vous parlez de la posologie, c'est de 40 à 60 mg par jour. On commence 40 mg par kilo, 40 mg par jour, en une seule prise, et au bout de 10 jours, 15 jours, s'il y a persistance d'espace, on peut éventuellement augmenter le prédnisolone à 60 mg par jour. Mais ça reste une alternative intéressante à l'hydrocortisone. Très bien. Voilà. Peut-être moins d'effets secondaires que l'hydrocortisone. Oui. Parce qu'on a une autre question sur l'effet secondaire et surtout, est-ce qu'il y a eu un diabète induit pour l'utilisation de l'hydrocortisone? Personnellement, j'ai fait un travail, comme vous le savez, sur le traitement des sur l'utilisation de l'hydrocortisone dans le transpassement infantile comme traitement de première intention. On n'a jamais eu un diabète. Très bien. Ni diabète, des petites hypertensions comme ça qui sont transitoires. Par contre, on a des petits troubles du comportement, type insomnie, pleurs, mais généralement, ça rentre rapidement dans l'ordre puisque ce sont des effets qui sont transitoires. On n'a pas eu de décès, on n'a pas eu d'infection, pour montrer un tout petit peu l'innocuité, un tout petit peu de l'hydrocortisone. Il y a une autre question. C'est Dr Jahlat qui demande est-ce qu'après une évaluation de 15 jours sous traitement d'hydrocortisone, il y a une amélioration clinique, mais il y a une persistance des signes électriques? Bonne question. Est-ce qu'il faut commencer la dégression ou bien continuer le traitement à la même dose? Ça, c'est une très bonne question. Alors, si on arrive à contrôler l'espace, à contrôler totalement l'espace, vous allez voir, c'est comme ça. Hein. L'EEG ne sera qu'amélioré. Donc, s'il est strictement normal, ça ne pose aucun problème. Par contre, s'il y a une persistance de petites pointes comme ça, on peut toujours se permettre de commencer le sevrage. Par contre, si on a un contrôle d'espace, mais un EEG qui reste très perturbé, à mon avis, il faut toujours rajouter 1 ou 2 semaines de traitement, refaire un EEG et commencer le sevrage derrière. Une question sur Facebook. Est-ce qu'on peut avoir un West sans hypsarythmie? Sans hypsarythmie. On peut avoir un syndrome, et dans ce cas, ce n'est plus un syndrome de West. On parle plutôt, c'est synonyme, hein, on préfère utiliser le terme de spasme infantile parce qu'on n'a pas toujours cet aspect hypsarythmique typique. On peut avoir des anomalies paroxystiques, c'est-à-dire des pointes comme ça, paroxystiques, mais sans qu'il y ait une organisation hypsarythmique, comme je vous l'ai montré sur le tracé. Mais avoir des spasmes sans pointe, ça, on peut le voir dans une catégorie de spasmes bien définie qui est les spasmes idiopathiques, mais au début des premiers spasmes. Mais comme vous le savez, l'EEG n'est fait qu'après 1 semaine, 10 jours des premiers spasmes, donc l'EEG ne peut être que pathologique. Mais pas obligatoirement hypsarythmique. Merci, professeur. Il y a une question de Dr Kabouya. Bêta-bloquant et Struge-Weber, l'évolution. Alors ça c'est une question qui n'a... Vous savez, le bêta-bloquant, on le donne pour les angiomatoses, mais pas pour l'angioplan. On le donne surtout pour les angiomes tubéreux, pour les angiomes un tout petit peu particuliers, du foie, lorsqu'ils sont tubéreux. Mais là, on parle d'un angioplan qui est le plus souvent, qui siège le plus souvent au niveau du territoire du trijumeau. Et là, bien entendu, on traite l'épilepsie. Il y a d'autres moyens
beaucoup plus esthétiques comme le laser et tout. Mais à mon avis, l'avlocardie ne sert absolument à rien du tout pour le traitement de ces angios blancs. Question du docteur Boujema Nassera. Donc, si après disparition des spasmes, il y a une apparition d'une autre épilepsie, quel traitement faut-il choisir? Je vais vous dire, si on arrive à maîtriser l'espace, à contrôler l'espace, et si le G est normal, le passage vers une autre épilepsie, il est exceptionnel. Le passage vers une autre épilepsie type Lennox-Gastaut ne surviendra que lorsque les spasmes sont persistants ou lorsque le EG reste pathologique. Par contre, les enfants qui font des spasmes idiopathiques, qui est une forme un tout petit peu idiopathique, génétique, bénigne, peuvent développer par la suite une autre forme d'épilepsie idiopathique. Le tout petit, c'est l'épilepsie myoclonique du nourrisson, ou bien chez l'enfant d'âge scolaire ou légèrement d'âge préscolaire, il peut développer une épilepsie à absence. Donc, vous avez une épilepsie âge dépendant, mais qui reste idiopathique et qui répond très bien au traitement. Mais un syndrome de West, dont les spasmes sont contrôlés et dont le G reste strictement normal, c'est exceptionnel. Vers une complication, c'est-à-dire l'évolution vers un syndrome épileptique beaucoup plus complexe. Alors, il y a une autre question. Dans les spasmes secondaires, il y a un risque de rechute dès l'arrêt du traitement par l'hydrocortisone. Et dans ce cas, il y a un traitement de fond où on fait la dégression. Voilà, tout le problème, il est là. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les spasmes secondaires représentent 65 à 68% des spasmes infantiles. Et par conséquent, il y a une lésion sous-jacente. C'est vrai qu'avec les corticoïdes ou la vigabattrine, on traite le syndrome de West. Si on ne traite pas le syndrome de West, on va aggraver la situation. Après, bien entendu, il faut gérer la lésion qui va évoluer pour son propre compte. Il y aura bien entendu une autre épilepsie focale qui va rester, qui va persister. Et dans ce cas, il faut proposer un autre traitement beaucoup plus spécifique par rapport à la lésion. Docteur Terki ou Docteur Bouchiri? Je pense qu'il y a certains médecins qui demandent le mail du professeur Mekki pour le contacter, je ne sais pas, pour des malades. Vous le transmettez, vous l'avez, vous le transmettez. Okay. D'accord, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Docteur Ghellab vous demande le schéma de l'hydrocortisone dans le traitement des e-pox. Ah, ça, c'est une autre épilepsie. Hein. On est en train de parler du syndrome de West. L'épilepsie avec pointe haute continue du sommet, bien entendu, est une épilepsie un tout petit peu particulière, mais qui malheureusement passe le plus souvent passe inaperçue comme ça. Et malheureusement, parce que les crises dans l'épilepsie avec POX sont des crises un tout petit peu rares au départ. On a surtout une dégradation cognitive, un infléchissement scolaire qui doit un tout petit peu nous alerter. Et donc d'essayer de faire un tout petit peu un EEG. Et malheureusement, ces épilepsies avec POX sont le plus souvent diagnostiquées tardivement. Par rapport au schéma, eh bien, on sait que l'épilepsie avec POX, il ne faut pas donner de médicaments anti-épileptiques. Il y a le lévetiracetam qui peut marcher, il y a le clobazam, c'est-à-dire l'urbanil qui peut marcher, mais bien entendu, pour casser ces POX, il faut un traitement corticoïde, notamment par l'hydrocortisone, mais pas aux mêmes doses que le syndrome de West. Généralement 5 à 6 mg kilo pendant un mois, dans un premier temps, refaire un EEG de sommeil, disparition de POX, sevrage progressif pendant 6 mois. C'est une dose starter comme ça, une dose un tout petit peu efficace, minimale, qu'on peut éventuellement laisser jusqu'à l'âge de 6 mois, après le début du traitement. Merci beaucoup.